Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. C'est magnifique, super. Et on entend très bien. Eh ben, Très eh ben, bien, c'est oui. parfait alors, Oui, oui. Je vous entends. c'est Oui, super. là Bon, on entend, impec. bon, merci Patrice. Ouais, Bonjour à tous, la Bretagne sous bienvenue le au... soleil, impec. Ah, Bonjour. alors, si la Bretagne est sous le soleil, faut-il faire une croix dans le calendrier, Monsieur Garnier? Bonjour à tous, Stéphane Grelot de Compo Expert. Je vous souhaite la bienvenue au nouveau webinaire que nous organisons cet après-midi, qui est en fait la suite du premier du premier webinaire qu'on avait organisé il y a un mois il y a un mois, c'était les futures restrictions d'utilisation des produits phyto à compter du 1er juillet 2022, puisqu'il y a une extension des restrictions liées à la loi Labé qui avait été repris dans le cadre de la loi de transition énergétique. Alors on avait fait un webinaire avec beaucoup de cas concrets pour montrer là où on pourrait encore appliquer des phytos et où on ne pourrait plus en appliquer. Si vous êtes intéressé pour voir ce webinaire, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Il est visible en replay. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler des solutions alternatives pour réduire l'utilisation des produits phyto en GV. Vous êtes très nombreux à avoir répondu présent à notre webinaire puisqu'on a 200 personnes inscrites à ce webinaire. Ça montre évidemment tout l'intérêt suscité par ce thème. Et on va passer donc un petit peu de temps ensemble, probablement un petit peu plus longtemps que ce qu'on a l'habitude de faire dans nos webinaires parce que le sujet est vaste, vous vous en doutez. Et on va surtout essayer d'aborder plusieurs thématiques qui concernent vraiment les espaces verts en général. On va notamment, dans un premier temps, cibler tout ce qui est surface minérale qu'on peut retrouver dans les allées, dans les parkings et dans les cimetières, puisque à partir du 1er juillet 2022, il ne sera plus possible d'utiliser des phytos conventionnels dans les cimetières. Ensuite, on fera une parenthèse avec le golf, mais pour les surfaces vraiment très, très spécifiques au golf impactées par la loi. Je pense aux bunkers, je pense aux allées, aux parkings. Et puis ensuite, on fera un troisième volet assez conséquent sur les gazons en général. Ça veut dire les gazons de parcours de golf, les gazons de terrain de sport, les gazons de parcs et jardins publics et privés, pour répondre à la problématique de tout le monde, que ce soit les collectivités, les terrains de haut niveau, pourquoi pas, les entreprises de paysage, etc., etc. Alors, on va rentrer immédiatement dans le premier chapitre du webinaire, qui est l'entretien des cimetières et des surfaces minérales ouvertes au public après le 1er juillet 2022. Alors, comme je le disais, à partir du 1er juillet 2022, les produits phytoconventionnels seront interdits dans les cimetières, comme il l'était déjà d'ailleurs sur les allées ou les parkings qui étaient ouverts au public. Donc, la question qu'on peut se poser d'ores et déjà, c'est quelle solution on va avoir à notre disposition demain pour pouvoir maintenir nos surfaces minérales d'allées, de parking et de cimetières relativement propres, ou tout du moins répondant aux objectifs qu'on s'est fixés. Alors, on a plusieurs possibilités. D'abord, le désherbage mécanique ou à la chaleur, comme vous le voyez sur les photos. Donc ça peut être avec une brosse, ça peut être du rotofil, ça peut être avec du gaz. Alors, ces méthodes ont quand même un certain nombre d'inconvénients. D'abord, elles nécessitent de nombreux passages, donc une main-d'œuvre adaptée, une consommation d'énergie importante. Souvent, on a des problèmes de dégradation des infrastructures et des voitures à cause des projections liées à la brosse métallique. La levée de dormance d'adventice lorsqu'on traite à la chaleur, puisque des graines présentes dans le sol vont avoir une levée de dormance, et donc on peut avoir un salissement encore plus important après avoir passé le chalumeau. Risque d'incendie, bien évidemment, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Et puis, il faut savoir aussi que il y avait une étude qui avait été menée par les autorités en 2015 qui s'appelait l'étude Compamed, qui a démontré que l'utilisation de ces méthodes avait un impact sur le changement climatique 10 à 100 fois plus important que ce qu'on peut avoir avec les phytos. Donc, cette méthode alternative, elle existe.
Mais si demain, on interdit l'utilisation des phytos pour des raisons environnementales et de toxicité, c'est probablement pas pour s'orienter vers des méthodes qui ont un impact sur le changement climatique nettement plus important. Alors attendez, j'ai un petit souci a priori avec mon micro. Il semble qu'on m'entende mal. Non, on t'entend très bien pourtant, Ah bon? oui. Ah, je sais pas. Donc, Oui, il y a apparemment 2 personnes qui ont des petits soucis. Ah, la voix de Cécile est nettement plus claire, hein, je me permets de dire. La voix de Cécile est beaucoup plus claire. Ah, j'ai mon casque. Bon. Ça change tout. Ok, je vérifie. Pourtant, je suis bien. C'est des écouteurs, Stéphane, qui font ça, je pense. Le problème, c'est que si je ne mets pas mes écouteurs, après, je ne vais pas vous entendre. Donc, Non, mais tu peux mettre la prise de son sur l'ordinateur et le son dans tes oreilles. J'ai rien compris. Tu peux choisir de mettre le micro uniquement de l'ordinateur et le son dans tes oreilles. Ouais, si mais tu pourtant, le micro est bien sur mon micro est bien sur mes AirPods. Donc, justement, prendre le micro de l'ordinateur, ce sera plus clair. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui. Là, ça marche mieux, là? 1, 2, 3. Est-ce que ça fonctionne mieux? C'est mieux, c'est plus clair. Oui, j'entends bien. Ok, parfait. Alors, on va continuer. On entendait très bien. Bon, alors, a priori, tout le monde, c'est peut-être, je ne sais pas. Alors, bon, si ça fonctionne bien comme ça, tant mieux. Donc, je vais reprendre où j'en étais rendu. La deuxième solution qu'on va avoir à disposition à partir du 1er juillet 2022, c'est de bitumer, comme vous le voyez sur les photos. Alors, évidemment, quand on bitume, on règle le problème des adventices. Par contre, il y a aussi un certain nombre d'inconvénients majeurs de notre point de vue. D'abord, vous allez imperméabiliser les sols. Ça veut dire que l'eau ne peut plus rentrer. Donc, forcément, des problèmes de ruissellement d'eau. Et ça, je ne suis pas sûr que ça réponde vraiment aux enjeux environnementaux actuels. Deuxièmement, consommation d'énergie fossile élevée, puisque voilà, il va falloir le fabriquer, ce bitume. Ça peut poser des problèmes d'accessibilité aux anciens caveaux. Et c'est un avis tout à fait personnel, mais je trouve que le côté, on a vraiment un côté inesthétique qui est absolument pas approprié et qui fait en sorte que ce soit pas la meilleure des méthodes. C'est une méthode radicale, mais qui, d'un point de vue esthétique ou d'un point de vue environnemental, n'est pas forcément la méthode sur laquelle il est judicieux de s'orienter aujourd'hui. La troisième, les troisième et quatrième possibilités qu'on peut avoir aussi à votre disposition pour ces cimetières, c'est d'un point de vue désherber avec vous. Alors, est-ce que je pourrais vous demander, s'il vous plaît, de couper vos micros parce qu'on est assez nombreux et j'ai peur qu'autrement ça perturbe un petit peu le déroulé du webinaire. Madame, j'ai peur d'écorcher votre nom. Ah voilà, Madame Suel, parfait, super. Donc, désherber avec un produit de biocontrôle, puisque ce sera possible encore après le 1er juillet 2022. L'avantage des produits de biocontrôle, c'est qu'ils éliminent les adventices qui sont déjà levés. Par contre, ça nécessite plusieurs passages dans l'année, puisque ce sont des produits qui n'agissent que sur les plantes en place. Et ça nécessite bien sûr de disposer du certificat individuel, de respecter les zones de non-traitement, les délais de rentrée, porter des EPI, etc. C'est-à-dire tout ce qui est lié à l'application de produits phyto, même s'il s'agit de produits de phyto de biocontrôle. Et puis la troisième possibilité, c'est d'enherber les allées. L'avantage, c'est que ça améliore l'aspect visuel des cimetières. Par contre, ça nécessite un minimum d'entretien. Donc, ce que je vous propose maintenant, on va se focaliser d'abord sur le désherbage avec les produits de biocontrôle et deuxièmement, ensuite, on s'intéressera à l'enherbement des allées qui est probablement l'une des méthodes les plus intéressantes à envisager pour le futur. Alors, comme je disais, donc, les produits de biocontrôle, eux, seront toujours autorisés après le 1er juillet 2022, à condition que ces produits de biocontrôle soient, d'une part, homologués, c'est-à-dire disposent d'une autorisation de mise en marché pour un usage désherbage délivré par les autorités françaises compétentes. C'est le cas, par exemple, du produit Finalsan, qui est décrit ici, hein, qui est également présent sur la liste des produits de biocontrôle. Cette liste de produits de biocontrôle, elle est publiée, elle est remise à jour tous les mois par les autorités françaises et notamment par le ministère de l'Agriculture. Sachez qu'il existe aussi d'autres produits homologués en GEVI, d'autres produits de biocontrôle qui sont cités en bas de cette page. On peut les nommer, hein. Il y a des Vatol, il y a le Catoun, il y a Calipé, il y a des Herbnat, il y a Cytomax.
Alors, toutes ces solutions-là, hein, comme je l'ai dit encore, hein, donc sont autorisées à partir du 1er juillet 2022 parce qu'elles sont sur les produits biocontrôle, mais donc avec les contraintes liées à l'application des produits phyto, bien évidemment. Ensuite, l'enherbement. Alors, l'enherbement, on a plusieurs possibilités. Par exemple, l'enherbement dans des structures alvéolaires type nid d'abeille, que vous voyez en fait ici. Donc, le gros avantage de cette méthode, c'est que ça permet de ramener du verre en ville. Le problème, c'est que ces nids d'abeilles qui sont adaptés, donc justement pour pouvoir, par exemple, pour garer des voitures, ont la contrainte d'avoir un volume de terre qui est très, très faiblement exploitable, ce qui fait qu'on a un comportement qui est très difficile l'été, comportement des graminées qui est très difficile l'été, et qui, dans tous les cas, n'est pas adapté lorsqu'on a beaucoup de fréquentation. Alors ça, vous le voyez déjà sur la photo de droite, là on est dans une allée, dans une allée de parc, et vous voyez très bien la zone, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais la zone principale où les gens marchent, qui est déjà fortement usée, alors que la zone qui est en bordure du massif, elle, est encore en bon état puisque les gens ne marchent pas ici. Alors, ça se voit très bien sur la photo d'après. Là, on est dans le centre d'une petite ville en région parisienne où il y a eu donc, cette installation de nid d'abeilles à l'automne dernier, au mois de novembre 2021. Et ça, c'est une photo qui a été faite le mois dernier, au mois de mars. L'été n'est pas encore passé par là. Et vous voyez un petit peu, alors c'était très, très joli quand ça a été installé au mois de novembre. Et voilà dans l'état où c'est alors qu'on est qu'au mois de mars. Voilà, parce qu'on est sur la place principale du village où les gens viennent se garer. Mais c'est voilà, le volume de terre étant très très faible, les voitures se garant tout le temps, démarrant, repartant, forcément on a une dégradation du couvert végétal qui est très conséquente. Alors qu'est-ce qu'on a comme autre solution pour ces surfaces minérales, ces allées de cimetière? L'une des solutions, c'est de poser un revêtement qui soit adapté. Alors, il y en a un notamment qui s'appelle CleanBunk, qui est un revêtement qui est en fait un mélange de bois et de béton drainant. L'avantage de cette méthode, alors d'abord, c'est un revêtement qui est d'origine française, puisque le bois est issu, c'est un bois d'élagage issu de la forêt vosgienne, et qui va en fait empêcher toute pollution par les herbes indésirables, puisque vous allez recouvrir le sol de ce revêtement-là. Mais à contrario du bitume, il est totalement perméable, puisque on arrive à le CleanBunk draine 500 à 700 mm d'eau par minute, ce qui est juste énorme. Hein. Ça veut dire que vous n'aurez jamais de flaque d'eau formée sur ce revêtement-là dès lors qu'il pleuvra. Ce qui fait que le revêtement est, de par sa stabilité, sa perméabilité, tout à fait accessible aux personnes à mobilité réduite. Il existe dans différentes teintes de couleurs. Et il accepte aussi le passage occasionnel des véhicules légers. Tout va dépendre du revêtement que vous aurez en dessous. Sur un revêtement dur, par exemple, si le CleanBunk est posé sur une surface dure, sa résistance peut aller jusqu'à 40 tonnes mètre carré, ce qui est énorme. Alors, pour les intertombes des cimetières, c'est des zones qui ne sont pas évidentes d'accès, puisque là, vous n'allez pas pouvoir enherber avec une végétation de type graminée, parce que vous ne pourrez pas tondre sur ces surfaces-là, parce que l'espace est trop restreint. Alors, vous pouvez très bien installer, donc, comme on l'a vu, un revêtement rigide comme le CleanBunk. Vous pouvez aussi installer des plans de couvre-sol. Alors, ça peut être, par exemple, des sédums nains, avec l'inconvénient qu'il faut connaître, c'est qu'à terme, vous pourrez avoir un salissement plus ou moins important au fil des ans. Et puis, donc, pour les allées principales, l'autre solution est d'enherber avec une végétation à croissance contrôlée. Encore une fois, l'enherbement permet d'apporter du vert et donc, sans jeu de mots, de la vie dans les cimetières. Par contre, ce n'est pas forcément couronné de succès à chaque fois. Sur la photo que vous avez ici, vous avez à gauche deux exemples de réussite dans des cimetières du nord de la France. Et puis à droite, vous avez par contre des exemples d'échecs. Alors une photo encore dans un cimetière. Et puis à droite, là, on n'est pas sur un cimetière, on est sur un parking d'un terrain d'un stade de haut niveau qui a été engazonné à l'automne dernier. Et voilà dans l'état où c'est ce printemps. Je pense que la photo parle d'elle-même. Alors pourquoi? Eh bien parce que ces surfaces minérales enherbées ont des caractéristiques particulières. On est sur des sols qui sont très pauvres, avec très peu de matière organique, une vie microbienne réduite. Ils sont souvent compactés. On peut avoir l'effet néfaste des sels de déneigement si jamais ils sont appliqués. Et on a essentiellement des cailloux et des graviers. Ce qui fait que même si on essaye d'installer des graminées adaptées,
Imaginez que hier, vous aviez de l'agrave, vous aviez appliqué des herbicides pendant des années et demain, vous allez semer du gazon et que vous n'aurez plus rien à faire. Eh bien, là, si vous faites ça, vous allez aller droit dans le mur et vous irez à l'échec, tel qu'on a pu le voir sur les photos. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? D'abord, il va falloir choisir des espèces adaptées à des sols agrolimitants. Alors, on a plusieurs espèces pour cela. Hein. On a les fétucovines, par exemple, on a les fétuques rouges, on a aussi les micro-trèfles, les micro-luzernes, hein, qui sont des exemples d'espèces qui sont adaptées, mais par contre, qui, alors certes, ont des besoins en eau, en éléments nutritifs qui sont relativement faibles, mais qui sont existants. Une fétucovine, elle a des besoins en azote qui sont de l'ordre de 120 à 150 unités par hectare et par an. Ça veut dire que si vous n'apportez pas d'azote sur ces zones-là, ça va être joli les 2-3 premiers mois. Au bout d'un an, ça va commencer à se salir et au bout de 3 à 4 ans, vous n'avez plus que des adventices et le mélange que vous avez installé au départ a totalement disparu. Deuxièmement, c'est des zones qui peuvent être piétinées par les gens qui viennent se recueillir sur les tombes de leurs aïeux et donc forcément, elles peuvent être abîmées. Il va falloir que ces surfaces aient la capacité de se régénérer. Ça veut dire qu'une amélioration du sol et une fertilisation appropriée s'avèrent indispensables pour pérenniser l'enherbement. Alors, à titre d'exemple, je voudrais vous montrer ce résultat d'analyse de sol qui a été fait sur un cimetière de la région, c'était dans le 87, dans la Haute-Vienne, si je ne dis pas de bêtises. Et vous voyez, vous avez une très, très grosse carence en matière organique. Il n'y a rien. Pas de matière organique, il n'y a pas de phosphore, il n'y a pas de potassium, il y a très, très peu de magnésium. Si jamais vous installez votre mélange sur un substrat comme ça, vous êtes sûr d'aller à l'échec. Il va falloir d'abord rendre le sol apte à recevoir un mélange d'enherbement, le mélange d'enherbement que vous souhaitez installer. Et donc, avant de semer, il va falloir corriger pour améliorer les propriétés de ce substrat. Alors, l'une des techniques qui existent pour répondre à la problématique de ces substrats inertes, c'est l'hydromulching. L'hydromulching, le principe de l'hydromulching, c'est de réaliser un semis, mais vos graines vont être mélangées à une émulsion composée d'eau, de conditionneurs de sol, de fibres, d'un complexe fibreux type mulch, d'agents gélifiants. Et toute cette émulsion va en gros former un lit de semences. Donc, ça va vous permettre déjà de bien répartir vos semences au sol. Et puis, les semences vont se retrouver dans un cocon, dans un hôtel 5 étoiles, j'ai envie de dire, pour pouvoir germer. Elles vont être dans des conditions qui vont être très, très favorables. Mais par contre, ce lit de semences qui est formé par l'émulsion, c'est quelques millimètres ou quelques centimètres, 1 centimètre d'épaisseur maximum. Excusez-moi. Super. Merci. Bonjour Maryse. Est-ce que je pourrais vous demander de couper votre micro, Maryse, s'il vous plaît? Merci, super. Et dès que alors, donc, condition idéale pour que la graine germe. Par contre, dès que la graine va germer, que le système racinaire va se développer, le système racinaire va se retrouver dans le substrat d'origine. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas corrigé, ce substrat, ça va être retour à la case départ. Donc, encore une fois, l'hydromulching, c'est une super méthode, mais par contre, il va d'abord falloir améliorer les propriétés de votre sol pour le rendre apte à recevoir un mélange d'enherbement. Alors, donc le schéma qu'on vous propose, c'est le suivant. D'abord, c'est d'anticiper les choses. Alors là, on est au printemps 2022. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà enherbé leur cimetière. Peut-être que d'autres y pensent et l'envisagent peut-être pour l'automne prochain. Mais l'automne prochain, c'est demain. Donc, c'est dès maintenant qu'il va falloir anticiper les choses. Et dès maintenant, ça veut dire réaliser immédiatement une analyse de sol pour voir justement à quel type de sol on est à faire. En fonction des résultats de l'analyse de sol, on va corriger ou non le sol. Peut-être que le sol sera apte à recevoir le mélange, peut-être pas. S'il y a nécessité d'enrichir, on va pouvoir enrichir avec un amendement organique type Carisol. On va pouvoir, s'il y a un problème de vie microbienne dans le sol, on va pouvoir utiliser un produit comme la grosile alguine. Si le but, c'est de renforcer la tolérance au sec parce que j'envisage un semis au printemps, je vais pouvoir utiliser la grosile lardon. Ensuite, je vais ensemencer avec un mélange d'espèces adaptées. On a parlé de la fétucovine, de la fétuque rouge, des micro-trèfles, des micro-luzernes. Et ensuite, je vais fertiliser de manière raisonnée. Voilà, donc plutôt vers des solutions type Terra Plus Citigreen au printemps et plutôt avec des solutions biostimulantes comme le Floranic Twin Resistance BS à l'automne. Alors, on a là, donc ce webinaire, il va durer, je ne sais pas, 1 heure, 1 heure et demie.
il faudra y consacrer beaucoup plus de temps pour rentrer dans le détail. C'est pour ça qu'on a dit qu'on allait dresser un panorama des solutions à disposition. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, sachez qu'on a réalisé 2 itinéraires détaillés d'enherbement des cimetières et aussi l'ensemencement par hydromulching. Si vous êtes intéressé pour bien comprendre, justement, bien comprendre les différentes étapes pour réussir son enherbement cimetière, eh bien, n'hésitez pas à nous les demander. Il suffit de mettre un petit post dans les discussions. Hein. Là, vous avez la possibilité de mettre un petit message dans les discussions. Et ma collègue Cécile Rivanelli, auprès de qui vous êtes inscrit, prendra vos coordonnées et vous l'enverra ensuite par mail. Alors, dans cet itinéraire, vous retrouverez justement, par exemple, le programme enherbement cimetière avec l'analyse de sol d'abord, le semis, ensuite l'application d'un bioactivateur pour rendre le sol apte, biologiquement actif, l'agrosilelaire 2 uniquement si jamais vous envisagez un enherbement printemps, parce qu'un enherbement printemps, ça veut dire qu'il va falloir que l'enracinement se fasse très très rapidement. Si on le fait à l'automne, on a tout de suite plus de temps devant nous. Une fertilisation avec donc le TerraPlus City Green au printemps, au mois d'avril, et une fertilisation avec un engrais biostimulant comme le Fluoranic Twin Resistance BS au mois de septembre, avant la Toussaint, pour préparer justement le gazon à accepter des visites plus importantes des cimetières, et notamment à la Toussaint. Alors, on va passer au deuxième volet désormais, le volet entretien des allées de parking et bunkers de parcours de golf après le 1er juillet 2022. On a quelques golfs qui sont présents à ce webinaire. Donc, après le 1er juillet 2022, il ne sera plus possible d'utiliser des phytos conventionnels pour les allées de golf, pour les bunkers et aussi pour les refs. Alors, pour tout ce qui va être allées et parking de golf, de la même manière que pour les surfaces minérales ouvertes au public dans les collectivités ou chez les particuliers, dès lors que c'est les paysagistes qui appliquent, on pourra utiliser des produits de biocontrôle. Donc là, vous allez pouvoir retrouver la solution Finalsan pour les parkings et également les allées sur le parcours de golf. Pour les bunkers, vous allez retrouver l'usage du clean bunk. Donc là, le principe, c'est encore une fois de poser ce revêtement bois-béton, de mettre le sable par-dessus sur une épaisseur de 5-7 cm. Et le gros avantage, c'est que le sable ne va plus couler sur les parois, d'une part, du bunker, si jamais le bunker est un peu incliné. Et puis, vous n'avez pas de levée d'herbe indésirable et plus non plus de remontée de particules fines, ce qui fait que vous avez un bunker qui reste parfaitement jouable et drainant. En ce qui concerne les refs de golf, donc les zones extensives, eh bien là, soit il faut envisager de transformer ces surfaces en zones de biodiversité. C'est une première solution. Et puis, si, pour des raisons qui sont propres au golf, il n'est pas possible d'envisager de passer sur des zones extrêmement extensives et que l'entretien doit quand même être un peu fait sur ces zones-là, eh bien, je vous invite à vous reporter au chapitre gazon, solutions alternatives pour tendre vers le zéro phyto. C'est le chapitre qu'on va aborder dès à présent. Alors donc, on va s'intéresser maintenant à l'entretien des gazons après le 1er juillet 2022, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire après le 1er juillet 2022 sans utiliser, ou tout du moins en utilisant moins de produits phytopharmaceutiques. Alors la question qu'on doit se poser déjà en ce qui concerne les gazons, c'est quel type de produits phyto on utilise aujourd'hui. Alors bien sûr, on peut utiliser, il arrive qu'on utilise des produits pour lutter contre des ravageurs de type insectes sur les gazons, mais c'est quand même relativement rare, hein, quoi qu'on a de plus en plus de problèmes de ticules, par exemple. Mais l'utilisation principale sur les gazons, c'est les herbicides sélectifs gazon contre les adventices, une application, voire 2 dans l'année grand maximum, et puis l'utilisation de fongicides gazon contre les pathogènes. Alors donc maintenant, ce que je vais essayer, c'est de vous expliquer pourquoi on a des problèmes justement d'adventices, pourquoi on a des problèmes de maladies, et comment on va faire pour essayer de répondre à ces 2 problématiques. Alors d'abord, en ce qui concerne les maladies, quelles sont les conditions favorables au développement des maladies? D'abord, il faut des réserves de spores dans le sol, spores de la maladie, du champignon. Si on n'a pas de spores, vous n'aurez pas de contamination. Deuxièmement, il faut des conditions favorables à la germination des spores, et notamment de l'humidité. Donc l'humidité de surface est un point qui est extrêmement important. Troisièmement, la sensibilité variétale, on y reviendra. On verra que toutes les variétés de telle espèce ou telle espèce de gazon n'ont pas la même sensibilité vis-à-vis des maladies.
La présence de pâture annuelle, on en reparlera aussi. Une fertilisation déséquilibrée, ça veut dire soit trop, soit pas assez, ou alors avec des engrais qui ne sont pas adaptés. La circulation de l'air, si elle est insuffisante. Et puis des plaies de taille notamment. En ce qui concerne les adventices, pour pouvoir s'installer, il faut qu'elles aient la place. Donc premier point qu'il faut regarder pour éviter que les adventices et les mousses ne s'installent, c'est la densité du gazon. Si vous avez des espaces vacants, forcément, vous aurez un risque de contamination par les adventices et les mousses. Si vous avez un gazon très dense, vous n'aurez pas de problème. Une fertilisation insuffisante, on y reviendra. Une fréquentation trop importante. Le pouvoir de contamination aux alentours. Si vous avez des champs à proximité, forcément, le risque de contamination est plus important. La réserve de graines dans le sol. Voilà, ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas tout le temps. Des fois, les gens ont l'impression d'avoir éliminé le pâture annuel en scalpant leur gazon, et puis quelques semaines après, ils retrouvent du pâture annuel. Ils ne comprennent pas pourquoi. Mais parce qu'il y avait beaucoup de graines de pâture annuel déjà dans le sol, et c'est elles qui germent. Voilà. Le manque de lumière, bien évidemment, notamment vis-à-vis des mousses, ou encore la sécheresse. Alors, justement, quelques exemples de situations qui fragilisent le gazon et donc qui vont le rendre soit sensible aux pathogènes, soit sensible à la contamination par les adventices. D'abord, c'est le feutre. Le feutre, c'est cette zone que vous voyez là, au-dessus de la barre orange, qui se forme dans l'horizon de surface du gazon, généralement sur 1-2 cm. Ça peut être plus profond que ça parfois. Et en fait, c'est une accumulation de matière organique qui n'évolue plus. Et donc se transforme dans une sorte de fibre qu'on appelle le feutre, et dans lequel, qui est un foyer de conservation des spores de pathogènes qui s'en nourrissent. Donc, plus vous avez de feutre, plus vous avez de chances d'avoir des maladies parce que vous êtes dans des conditions qui sont favorables à la conservation des spores de champignons. De plus, ce feutre va freiner la circulation de l'air et de l'eau et va créer des conditions anaérobies, c'est-à-dire sans oxygène, c'est-à-dire des conditions qui sont impropres au développement de la flore microbienne utile, celle qui nous est nécessaire. Donc, non seulement vous n'allez pas avoir la flore microbienne utile, mais en plus, vous allez favoriser la conservation des spores, des pathogènes qui, eux, vont venir contaminer ensuite votre gazon. Donc ça, c'est une situation. Donc forcément, on y reviendra tout à l'heure dans les solutions, mais il va falloir s'intéresser à l'élimination du feutre si on veut éviter d'avoir des problèmes de maladie. Deuxièmement, les zones d'ombre. Un gazon n'est absolument pas résistant à l'ombre, quel qu'il soit. Vous avez des espèces qui sont plus tolérantes à l'ombre. Par exemple, certaines espèces de pâturins sont plus tolérantes à l'ombre. Mais une plante, un gazon résistant à l'ombre, ça n'existe pas. Donc forcément, c'est des conditions qui vont être plus favorables, par exemple, au développement des mousses. Et donc, il va falloir essayer de compenser justement ce manque de lumière par d'autres artifices. L'humidité de surface, avec les rosées excessives et prolongées, et notamment les rosées qui font plus de 4 heures. Plus de 4 heures. Alors, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous appliquiez, je vais parler à l'imparfait, un produit phyto, ou lorsque vous appliquez un biostimulant aujourd'hui en application par pulvérisation, vous traitez à 400-500 litres d'eau. Vous voyez comment ça mouille votre gazon. 400 à 500 litres d'eau, hectare. D'accord ? Une rosée, c'est l'équivalent de 1 à 1,5 mm. Ça veut dire 1 à 1,5 litres par mètre carré. Ça veut dire aussi, si je ne dis pas de bêtises, en gros, l'équivalent d'un mètre cube. 15 000 litres. Pardon ? 15 000 litres hectare. Entre 10 et 15 000 litres, 1 à 1,5 mètre cube d'eau à l'hectare, entre 10 à 15 000 litres par hectare. C'est énorme. Lorsque vous appliquez un produit phyto ou un liquide, vous appliquez 500 à 600 litres. Donc, vous mouillez énormément avec une rosée. Donc, vous imaginez le temps de séchage qu'il va falloir avoir, ce qui explique pourquoi, lorsqu'on applique une rosée, lorsque vous avez une rosée, vous pouvez avoir une rosée jusqu'à 10 heures, 11 heures, voire même midi, et donc une durée d'humectation qui va être de plusieurs heures. Autre point, évidemment, qui va générer une humidité de surface importante, c'est l'arrosage exagéré ou mal géré. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, la circulation de l'air. Si vous avez une mauvaise circulation de l'air, forcément, l'humidité de surface va mettre plus de temps à sécher. Troisième cas qui fragilise le gazon, le pâturin annuel. Le pâturin annuel, c'est une graminée qui est indésirable, on la voit souvent fleurir d'ailleurs en ce moment, qui a une très très forte disposition aux maladies, extrêmement sensible aux fusarioses, à l'anthracnose, au pythium, à la curvulariose, de l'art spot rhizoctoniose.
et par contre qui a un pouvoir de production excessivement important, 150 000 à 650 000 graines par mètre carré et par an. C'est juste énorme. Pour les gens qui entretiennent du terrain de sport, lorsque vous faites un garnissage avec un mélange 3 raigrins anglais, vous appliquez 600 fois 15 grammes par mètre carré. Si je ne dis pas de bêtises, vous appliquez 10 000 graines sur un garnissage à 150 kg/hectare. Le pâture annuel, il est capable d'en produire 10 à 40 fois plus. Voilà sa capacité de reproduction. Donc, c'est énorme. Ça veut dire que c'est une lutte quotidienne contre le pâture annuel, mais qui est nécessaire si on veut éviter d'avoir un gazon qui soit moins sensible aux maladies. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin sur le pâture annuel, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube et vous retrouverez un webinaire qu'on avait consacré spécifiquement au pâture annuel l'année dernière ou en 2020 ou 2021. Je crois que c'était en 2020. Autre situation qui fragilise le gazon, une fréquentation soutenue, parce que forcément, si jamais le terrain est trop joué, vous allez avoir une perte de densité, un espace libre pour les adventices, le sol qui va se compacter et qui va donc devenir favorable à certaines herbes indésirables. Par exemple, le plantain, notamment sur cette photo, le plantain majeur, qui lui apprécie particulièrement les sols compactés. C'est pour ça que souvent, quand on a des terrains de football, on a la zone centrale qui est très usée parce qu'il y a une fréquentation excessive. C'est le plantain majeur qui va venir s'installer, ou le plantain locéolé, parce que justement, lui, il est capable de s'adapter à des sols qui sont très compacts. La sécheresse, évidemment, pourquoi? Parce que l'été, par exemple, si votre gazon manque d'eau, le gazon va dépérir et va mourir. Et dès les premières pluies, si vous ne faites rien, comme vous l'avez sur la photo, vous le voyez sur la photo, ce n'est pas le gazon qui repart, c'est les herbes indésirables qui vont repartir, c'est les adventices. Et puis après, ça va être le pâture annuel qui va repartir, parce que lui, il a un potentiel de graines extrêmement important dans le sol. Et donc, si vous n'avez rien fait, eh bien, encore une fois, ce sont les herbes indésirables et le pâture annuel. Et puis ensuite, au mois d'octobre, les mousses qui viendront prendre la place du gazon. Une fertilisation insuffisante. Voilà, donc ça, c'est une photo qu'on avait retrouvée, vous voyez, qu'on avait faite en 2020, juste après le premier très gros confinement à cause du Covid. Très peu de terrain avait été entretenu et donc un gazon extrêmement creux, extrêmement dense. Et donc, évidemment, conséquence, perte de densité, installation des herbes indésirables et installation des mousses. Voilà. Ça, c'est souvent des choses qu'on explique aux paysagistes qui entretiennent des gazons chez des particuliers qui me disent « mais moi, j'ai tout le temps de la mousse ». Et on leur explique « mais vous avez de la mousse parce que la mousse, elle a pu s'installer ». Et la première question qu'on leur pose, c'est « est-ce que vous mettez de l'engrais ?» Et 9 fois sur 10, la réponse, c'est non. Voilà. Donc, la première chose à faire si vous voulez éviter d'avoir de la mousse, c'est d'abord de bien fertiliser votre gazon pour qu'il soit dense. Alors, quand on a dressé un panorama justement des conditions, des situations qui fragilisent le gazon, la question qu'on doit se poser, c'est comme on l'a vu pour les cimetières et comme on l'a vu pour les golfs, c'est quelles solutions alternatives on va avoir à disposition pour réduire l'emploi des produits phyto sur gazon. Mais comme je l'avais dit le 17 mars lors du premier webinaire, il n'y aura pas une solution magique. Il va y avoir un ensemble de solutions qu'il va falloir mettre en place et c'est l'imbrication de ces différentes méthodes qui vont vous permettre de tendre vers les objectifs que vous allez atteindre. On va parler des produits de biocontrôle, donc des produits phyto de biocontrôle sur gazon. On va en parler. Mais imaginez demain remplacer un produit phyto conventionnel, je pense par exemple à un fongicide conventionnel, par un produit de biocontrôle et espérer avoir des résultats identiques. À l'heure actuelle de la recherche, peut-être que demain ça changera, mais à l'heure actuelle de la recherche, vous allez droit à l'échec. Donc, ce qu'il va falloir envisager, comme je l'ai dit, c'est l'imbrication des différentes méthodes, ce qu'on appelle la protection intégrée. On va intégrer un certain nombre d'outils à notre disposition pour maintenir une qualité qui répond aux objectifs que l'on a. Alors, parmi ces méthodes, on va en parler, il y a le choix variétal, il y a la fertilisation raisonnée, il y a la biostimulation, il y a la vie biologique dans le sol, il y a les opérations mécaniques, il y a l'humidité, la gestion de l'humidité de surface et la gestion de l'arrosage. Il y a des produits de biocontrôle et il y a aussi les outils d'aide à la décision. Ça veut dire que l'enjeu demain sur nos gazons, si on veut réduire l'utilisation des produits phyto, c'est non plus de réagir comme on le faisait jusque-là, mais ça va être d'agir et de prévenir. Ça veut dire quoi? Hier, vous aviez des herbes indésirables et là, vous réagissiez en disant « il faut que je traite avec mon herbicide sélectif gazon parce que j'ai des mauvaises herbes ». Demain, si vous voulez ne plus avoir ces mauvaises herbes et ne pas utiliser d'herbicide sélectif gazon,
il va falloir que vous agissiez en prévention, c'est-à-dire faire tout en amont avant que les adventistes ne viennent s'installer. Voilà. Et donc, c'est là-dessus qu'on va essayer de se concentrer maintenant, voir comment on peut anticiper et prévenir les choses. Alors, comme je l'ai dit, donc là, on va passer en revue les différentes méthodes qu'on va avoir à disposition et qu'il va falloir venir imbriquer encore une fois les unes dans les autres. Ce n'est pas les méthodes de manière séparée. Moi, je vais les traiter de manière séparée dans ce webinaire, mais il faut bien comprendre que l'enjeu demain, ça va être que vous les imbriquiez les unes dans les autres pour l'entretien de votre terrain. Alors vous, mais avec nous, parce que nous, on est là pour vous accompagner aussi. On en a un certain nombre de nos techniciens qui sont en ligne. Hein. Par exemple, Stanislas pour la région bordelaise, il y a Philippe pour la région parisienne, il y en a sûrement d'autres qui sont là. Et on est là aussi pour venir vous accompagner, venir visiter vos terrains, vos gazons, quels qu'ils soient, pour vous apporter justement les bons conseils sur l'ensemble de ces méthodes. Alors d'abord, les produits de biocontrôle, de quoi il s'agit? Il s'agit d'agents et de produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. C'est la définition officielle dans le Code rural. Pour qu'un produit puisse revendiquer le fait qu'il soit de biocontrôle, il doit obligatoirement, impérativement, être présent sur la liste des produits de biocontrôle qui est publiée par le ministère de l'Agriculture. Vous avez le site internet sur lequel vous trouvez cette liste. Autrement, vous allez sur Google, vous tapez produits de biocontrôle ministère de l'Agriculture et vous allez tomber directement sur le site. Et si vous n'y arrivez pas, je vous invite à venir à nous contacter et nous, on se fera un plaisir de vous l'envoyer la liste. Alors, parmi les produits de biocontrôle, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? On retrouve des produits contre les insectes ravageurs, notamment les hannetons ou les tipules ou encore les noctuelles. Et là, vous avez par exemple à disposition des macro-organismes, et notamment des petits vers qu'on appelle des nématodes, et qui vont venir infecter, qui vont venir contaminer la larve de la tipule ou du hanneton, et va s'en nourrir et donc provoquer leur mort. Donc ça, c'est une première méthode. Contre la mousse, on a aussi une solution de biocontrôle qui est le sulfate de fer et qu'on retrouve dans Floranic Gazon Anti-Mousse. Floranic Gazon Anti-Mousse, c'est un engrais mixte qui contient à la fois un engrais donc à libération lente, mais aussi donc du sulfate de fer pour aller détruire la mousse dans les gazons. Donc là, vous avez une double action. Non seulement vous éliminez la mousse, et en plus, vous allez favoriser la densité du gazon par l'effet action lente de l'engrais pour venir combler les espaces laissés vacants et avoir donc un gazon qui soit dense. Donc, produit qui est bien sûr sur la liste des produits de biocontrôle, puisqu'autrement, on ne pourrait pas revendiquer l'usage biocontrôle. En ce qui concerne les pathogènes, vous avez différents produits à votre disposition. Vous avez par exemple la bactérie Streptomyces K61 contre les maladies des sols, Pythium, Fusarium rhizoium, Microdochium livea. Vous avez aussi Nivalet, pardon. Vous avez aussi le champignon Trichoderma arsianum qu'on retrouve dans le produit Trianum contre Dollar Spot, Pythium, Rhizoctonia. Et vous avez deux solutions qui ont obtenu des dérogations 120 jours cet automne, c'est-à-dire une autorisation uniquement pendant 120 jours. C'était le soufre qu'on trouve dans le thiovite microbille et encore l'huile paraffinique présente dans le Lovelle. Donc ça, ce sont les solutions fongicides de biocontrôle que vous avez à disposition aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces solutions aujourd'hui fonctionnent, mais ont une efficacité qui est limitée en moyenne, en fonction des conditions qu'on trouve, en moyenne à 30%. Ça veut dire que si vous les utilisez seuls contre un pathogène, et que le pathogène est suffisamment virulent, ça ne fonctionnera pas bien, parce que justement l'efficacité n'est pas suffisante. Par contre, si vous avez une maladie qui est peu virulente, là, c'est une solution qui est intéressante pour venir la contrôler. Mais pour que la maladie soit peu virulente, soit d'une part, il faut qu'il y ait des conditions climatiques qui font que la maladie est peu virulente, ou alors il va falloir que j'optimise tout le reste. Et donc tout le reste, c'est ce qu'on va voir jusqu'à présent. À partir de maintenant, pardon. Alors, contre les adventices, en ce qui concerne les gazons en place, il n'existe aucun herbicide sélectif gazon de biocontrôle à ce jour. Ça veut dire qu'à partir du 1er juillet 2022, je pense aux paysagistes qui entretiennent des jardins de particuliers. Si vous avez des mauvaises herbes, des herbes indésirables dans un gazon de particulier, vous n'aurez plus de solution phyto à votre disposition, puisque les phytos conventionnels seront interdits et les phytos de biocontrôle, il n'y en a pas. Donc la seule solution, ça va être d'anticiper et donc d'optimiser
la fertilisation, les regarnissages, la tonte, les opérations mécaniques. On va en reparler après. Pour les gens qui ont des gazons à créer après le 1er juillet 2022, en zone ouverte au public, je pense par exemple une collectivité, un rond-point, j'en sais rien, dans un parc, ou encore un paysagiste qui entretient un jardin chez un particulier ou dans une propriété ou une entreprise. Là, par contre, vous allez pouvoir éliminer le couvert végétal en place en utilisant un herbicide de biocontrôle total qu'est le Finalsan. Lui, il va tout éliminer, que ce soit les herbes indésirables, mais aussi le peu de graminées, si jamais il y a encore quelques graminées présentes. Alors, je me permets de me répéter, j'entends, j'ai un retour de micro, donc il va y avoir quelqu'un qui a son micro, comme on a à peu près une centaine en ligne. Si chacun pouvait vérifier que son micro est bien coupé, et puis vous pourrez le rouvrir bien sûr à la fin si vous avez des questions. Alors, quelles solutions mécaniques? Donc, on a vu les solutions biocontrôle. Quelles solutions mécaniques avons-nous à disposition pour tendre vers le zéro phyto sur les gazons? D'abord, on va avoir ce qu'on appelle les air-citrilles ou les balais, hein, comme vous avez sur la photo. L'idée, alors là, c'est plutôt ciblé contre les adventices, mais aussi un petit peu contre les maladies. D'abord contre les adventices, parce qu'en faisant un stress mécanique, en passant justement ce balai ou cette air-citrie, vous allez abîmer, déchirer les jeunes plantules de dicotylédone notamment, et puis aussi, vous allez stresser le pâturage annuel parce qu'il a un enracinement en surface. Par contre, ces méthodes, à elles seules ne seront pas suffisantes, notamment sur certaines adventices qui probablement seront un vrai problème demain, qui sont des adventices telles que le trèfle. Mais c'est une méthode qui est aussi intéressante. Deuxième méthode, c'est les solutions manuelles. Et oui, voilà, quand on va avoir des petites surfaces à entretenir, la solution manuelle peut être une solution. Alors, il y a des gens qui ont vraiment des combines. Hein. Vous voyez, on m'a envoyé une photo récemment de quelqu'un qui élimine soit son pâturage annuel ou son pâturage commun avec une fourchette. Ça peut vous faire rire, mais c'est très efficace. Ça fonctionne relativement bien. Il y a une autre méthode, c'est le couteau. Il y a une autre méthode, il y a des pinces qui existent aujourd'hui et qui permettent justement d'aller éliminer quelques pissenlits ou pâquerettes si jamais on a des surfaces qui sont relativement maudites. Par contre, forcément, en éliminant ces zones-là, on libère des espaces qu'il va venir falloir combler parce qu'autrement, ce sont les herbes indésirables ou la mousse qui vont pouvoir revenir. Donc, on va les combler en faisant un regarnissage immédiat en mélangeant des graines de graminées à gazon avec un support de culture comme l'agrosol, qui est un support particulièrement adapté pour favoriser une germination très rapide et occuper l'espace du laisser vacant. Et puis, il se développe aussi aujourd'hui des solutions robotisées. Alors, on en est au début, au balbutiement, mais ça va dans la bonne voie aussi, avec l'apparition des premiers robots désherbeurs. Évidemment, l'inconvénient de ces robots, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un coût qui est relativement élevé. Et par contre, leur efficacité se limite aujourd'hui aux plantes à picot. Le défeutrage, ça va être, on est donc dans les opérations mécaniques, hein, le défeutrage va être fondamental pour éviter le développement des maladies et des mousses, parce que d'une part, on va éliminer le feutre, hein, et comme je vous l'ai dit, le feutre est une solution, est une situation qui fragilise le gazon puisque les spores de champignons peuvent se conserver. Et puis l'intérêt du défeutrage, je pense aux gazons de parcs et jardins publics et aux paysagistes, c'est que le défeutrage va venir éliminer, en tout cas stresser fortement la mousse qui a pu se développer dans les gazons. Alors une autre solution, c'est l'escalpage. Hein. Ça, c'est une solution radicale pour les terrains de sport, où là, on vient enlever complètement le couvert végétal, le couvert végétatif en place. On peut aussi enlever la couche de feutre qui s'est formée sur 1 cm ou 2, et puis on repart sur un sol nu. On réengazonne avec un mélange de graminées adaptées, et puis là, après, il va falloir optimiser toutes les solutions qu'on a à notre disposition, opérations mécaniques, fertilisation, etc. Alors justement, vous voyez, je vous ai parlé plusieurs fois de l'organissage. L'organissage, ça va être un point qui va être, comme la fertilisation, qui va être essentiel pour éviter notamment que les herbes indésirables puissent se développer, mais aussi certaines maladies, j'y reviendrai. Ce qu'on va recommander sur green de golf, c'est regarnir à minima 3 fois par an. Les greens sont souvent envahis par le pâturage annuel. Un garnissage à minima 3 fois par an paraît nécessaire si on veut tendre vers le zéro pied. Sur terrain de sport, un garnissage sur tout le terrain 2 fois par an
est nécessaire et dès que possible en localiser. Alors ça peut vous paraître beaucoup, mais je vous renvoie à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le pâture annuel, capacité de production de graines, au moins de 150 000 graines par mètre carré par an. Lorsque vous faites un regarnissage avec 3 grains anglais, vous ramenez 10 000 graines, 15 fois moins. Donc il va vraiment falloir regarnir plus souvent pour empêcher ce pâture annuel de se développer à outrance. Pour les parcs et jardins, c'est exactement la même chose. Il va falloir regarnir régulièrement pour maintenir une densité, un couvert végétal le plus épais, le plus dense possible. Donc, pourquoi pas au printemps, dès que j'ai fait mon défeutrage, j'élimine ma mousse. Mais si jamais je n'apporte pas, il va falloir que j'organise derrière pour venir occuper l'espace. Et puis, deuxièmement, le regarnissage de septembre, il est aussi fondamental. Pourquoi? Je vous renvoie à ma photo de tout à l'heure où je vous disais, rappelez-vous, sécheresse estivale, les premières plantes qui réapparaissent après les pluies automnales, ce sont les adventices. Donc, si vous ne faites rien, c'est les herbes indésirables qui vont venir. Donc, si vous avez un gazon qui a dépéri à cause du manque d'eau pendant l'été, eh bien, il va falloir le défeutrer au mois de septembre et regarnir en ramenant un mélange de graminées adapté au site. Alors ensuite, ce qui va être important dans ce regarnissage, c'est de faire le bon choix d'espèces, le bon choix de variétés. Le bon choix d'espèces et de variétés, d'abord contre les maladies. Comme je vous l'ai dit, toutes les espèces et toutes les variétés n'ont pas la même sensibilité aux maladies. Alors là, pour connaître la sensibilité des différentes, par exemple, espèces de raigrats anglais, je vous invite à aller consulter le site internet choixdugazon.org, dans lequel vous allez retrouver toutes les variétés inscrites au catalogue français et qui sont notées sur différentes maladies. Il y en a 4. Il y a le fil rouge, la fusariose hivernale, la fusariose estivale, l'helmatosporiose. Ça donne déjà quand même une première idée de la résistance de telle ou telle variété, telle et telle espèce à telle ou telle maladie. Par exemple, je vous ai cité un cas en ce qui concerne l'helmatosporiose, une maladie qui se développe souvent soit au printemps ou alors à l'automne sur les terrains de sport. Les notes répertoriées sur les 82 variétés raigrats anglais vont de 4,46 à 9. Vous imaginez un peu l'écart? C'est du simple au double. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter ce site pour les maladies, mais je vous invite aussi à aller le consulter pour la lutte contre les adventices. Pourquoi? Parce que vous avez d'autres critères qui sont super importants. La densité du gazon. On a parlé de densité pour venir occuper l'espace. Eh bien, elle est notée aussi. L'installation. Ça, c'est très, très important, l'installation, parce que vous allez semer un gazon demain. Le but, c'est qu'il s'installe le plus vite possible, et plus vite que les herbes indésirables. Parce que si c'est les herbes indésirables qui s'installent plus vite, eh bien, c'est perdu. Votre gazon, il s'installera mal. Donc, il faut qu'il s'installe plus vite que les adventices. Donc, allez voir un petit peu comment c'est noté. Et puis après, la pérennité. La pérennité, c'est la durée dans le temps. Parce que toutes les espèces ont une durée de vie qui peut être de 3, 4, 5 ans, parfois plus. Eh bien, ce critère-là, il est aussi noté. Donc, ça vous donne aussi une idée de la nécessité de regarnir régulièrement pour entretenir un pool de graminées recherchées, désirées, adaptées et éviter demain qu'elles soient contaminées soit par la mousse, soit par des herbes indésirables. Alors, ce site, voilà, il ressemble à ça. C'est une grosse base de données. Où vous retrouvez l'ensemble des espèces qui sont décrites et puis où elles sont également notées. Alors ensuite, la gestion de l'humidité de surface. Ça, c'est un point qui est essentiel. La gestion de l'humidité de surface, c'est un point qui est essentiel pour limiter le développement des maladies sur les gazons. Regardez ce petit graphique. Là, c'est la contamination à dollar spot, une maladie qui pose beaucoup de problèmes dans les gazons de golf, mais aussi de terrains de sport. C'est la faculté de contamination du dollar spot en fonction de la durée d'humectation du feuillage. 18 heures à gauche, 12 heures au milieu, 6 heures à droite. Vous voyez un petit peu? C'est-à-dire que si j'ai entre guillemets que 6 heures de durée d'humectation, je divise presque par 2 l'infection à dollar spot. C'est énorme. Donc, vraiment, nécessité de bien gérer l'eau. Et le premier point que l'on dit, c'est n'arrosez plus, en fonction du possible, bien sûr, en fonction du matériel que vous avez, ne faites pas d'arrosage en fin de soirée ou début de nuit. Parce que si vous faites un arrosage en fin de soirée ou début de nuit, vous allez avoir le gazon qui va être humide toute la nuit, plus l'arrosé du matin, il est mouillé jusqu'à midi. Il a été humide pendant plus de 12 heures
probablement 15, 16, 17 heures. Et là, on est dans des conditions qui sont extrêmement favorables aux maladies et notamment à dollar spot. Alors donc, on va vous recommander d'arroser plutôt en fin de nuit ou en matinée. Éviter autant que possible les arrosages, comme je l'ai dit, en soirée ou début de nuit. Faire des arrosages copieux et contrôlez-les par un profil de sol et également en installant pas un, mais des pluviomètres sur votre terrain. Pourquoi? Regardez cette photo-là, que l'un de mes collègues, c'est Stanislas qui l'a faite sur la région bordelaise. Regardez la photo qu'il a faite. Il a été faire un test d'arrosage sur un terrain de sport. Donc, le professionnel a fait un cycle d'arrosage et voilà les quantités d'eau qu'on a retrouvées. Vous imaginez, entre le pluviomètre de droite et le pluviomètre de gauche, on a entre 3 à 4 fois plus d'eau ici que là. Donc, probablement qu'ici, on n'a pas assez d'eau, parce que là, je pense qu'il doit y avoir 3-4 mm d'eau, pas plus. Donc, 3-4 mm d'eau, on aura probablement un gazon qui va avoir des taches de sécheresse assez rapidement si on est à la période estivale. Et puis là, probablement qu'on est en excès. Et alors là, par contre, ça va être le développement de certaines maladies. Donc voilà, conseil, pas un, mais des pluviomètres. Et puis après, si vous voulez aller encore plus loin dans la gestion de vos arrosages, eh bien, il faut s'équiper d'outils d'aide à la décision. Et là, je vous renvoie à la fin du webinaire, puisqu'on parlera des outils d'aide à la décision à la fin du webinaire. Contre les maladies, donc comme je l'ai dit, il va falloir limiter l'humidité de surface. Alors comment? Soit en faisant un petit déclenchage d'arrosage le matin pour faire tomber la rosée du matin, soit en passant une réglette. Ça, c'est une possibilité aussi. Ou alors en passant un agent mouillant qui va avoir une durée d'action de quelques jours, voilà, peut-être 1 ou 2 semaines selon la vitesse de croissance du gazon. Regardez ce petit graphique. C'est encore une fois une contamination à dollar spot en rose sur un témoin sur lequel on a appliqué du fongicide et en bleu, la même parcelle, toujours avec le fongicide, mais en plus avec le mouillant. Donc, on réduit l'humidité de surface. Et vous voyez, en réduisant l'humidité de surface, on divise presque par 2, voire même par 3, le nombre de tâches de dollar spot. Donc ça, c'est vraiment un message important. Faites attention à l'humidité de surface l'été contre dollar spot. C'est aussi valable sur Microdochium nudale, Fusariose hivernale l'hiver. Alors, la circulation de l'air et de la lumière, ça c'est important pour faire sécher le feuillage le plus vite possible. Alors, élaguer les arbres à proximité, je n'ai pas dit les faire tomber, il faut maintenir notre patrimoine arboré, mais il faut les élaguer, principalement les branches qui masquent la lumière du matin. Et puis, on va venir fertiliser de manière plus soutenue les zones à l'ombre pour compenser justement le manque de lumière. Alors, pour les enceintes fermées, on peut aller jusqu'à avoir de la lumière artificielle ou des ventilateurs. C'est ce qu'on trouve sur les stades de très haut niveau aujourd'hui, en France ou en Europe. Ce qu'on retrouve aussi sur ces terrains de très haut niveau, c'est l'installation de pédiluves, pour tout le personnel qui fréquente le terrain, que ce soit les joueurs, l'entraîneur, les employés du club, le personnel d'entretien, le personnel d'entretien, pour venir désinfecter les chaussures des joueurs et éviter la propagation d'un terrain à un autre. Alors on en revient, donc on a parlé des solutions de biocontrôle, on a parlé des opérations mécaniques, on a parlé du regarnissage, on a parlé de la gestion de l'eau. Maintenant, on va parler bien sûr de la fertilisation qui est un maillon essentiel pour tendre vers le zéro phyto sur le gazon. Alors, pour vous convaincre, si tant est que c'est nécessaire, regardez ces résultats d'essai menés dans le cadre d'un projet étudiant. En bas, en bas, un projet professionnel, je vous en parlerai après, en haut. En bas, les herbes indésirables. C'est un essai qu'on a fait avec des étudiants où on a été mesurer le développement des herbes indésirables et la densité du gazon en fonction du niveau de fertilisation azotée. 0 unité d'azote, 100 unités d'azote, 200 unités d'azote, 250 unités d'azote, 300 unités d'azote. À 0 unité d'azote, qu'est-ce qui se passe? Boum, grosse infestation par les herbes indésirables. Orange, la densité du gazon, c'est très moyen. 100 unités d'azote, j'ai toujours une forte infestation, mais je vois que ma densité progresse. Et puis à 200 unités d'azote, ça bascule. Ça bascule. C'est-à-dire que j'ai ma densité qui a atteint un niveau encore plus important et la présence d'herbes indésirables dégringole d'un coup, ce qui est encore plus vrai à 250 unités d'azote. Regardez le graphique du haut maintenant. Le graphique du haut, c'est exactement la même chose, mais pour les mousses. 0 unité d'azote, grosse infestation par les mousses. 50 unités d'azote, ça diminue. 100 unités encore moins. 200 unités d'azote, j'ai quasiment plus de mousse dans mon gazon. Pourquoi j'ai quasiment jamais de mousse sur les terrains de sport? Parce que je les fertilise.
Donc, messieurs, dames, le conseil que je peux vous donner pour vous qui êtes entrepreneur de paysage ou collectivité qui entretenez vos gazons d'espaces verts de parcs et jardins, fertilisez-les à bon escient pour éviter d'avoir des herbes indésirables et de la mousse dans votre gazon. C'est vraiment un maillon essentiel. Et là, on travaille en amont. Là, on agit. On n'est plus dans la réaction à se dire « mince, j'ai de la mousse ». On agit en amont en faisant en sorte d'avoir une meilleure densité pour éviter que le gazon ne soit contaminé par la suite. Alors, il y a 4 périodes qui sont fondamentales pour la fertilisation des gazons. Le mars-avril, en ce moment, pour accompagner la croissance de printemps après l'hiver. Le mois de juin, à condition qu'on soit sur des gazons qui soient arrosés. Si le gazon n'est pas arrosé, évidemment, là, ce n'est pas nécessaire. Septembre, pour accompagner la croissance d'automne et l'installation du regarnissage que j'ai fait au mois de septembre. Et puis au mois de novembre, le passage d'engrais le plus important pour faire accumuler des réserves à la plante et faire développer son système racinaire. Donc un gazon de parc et jardin, c'est à minimum 150 unités d'azote. Sur un terrain de sport, on verra, c'est forcément un petit peu plus que ça. Alors, la fertilisation, c'est fondamental pour éviter le développement des mousses et des herbes indésirables, mais c'est aussi super important pour limiter le développement des maladies. Regardez cet essai qui a été fait aux États-Unis sur une maladie qui s'appelle anthracnose. Je commence en haut à gauche, 0 unité d'azote. Passage de printemps, 0 unité d'azote. 18 unités d'azote, 37 unités d'azote, 73 unités d'azote. Je pense que voilà, la photo parle d'elle-même. Ben, forcément, quand je fertilise, je résous mon problème de contamination à anthracnose. Deuxième exemple sur Dollar Spot. Dollar Spot, ça c'est un essai qu'on avait fait aussi dans le cadre d'un projet étudiant sur un terrain de sport qu'on avait coupé en deux. La moitié du terrain fertilisé à hauteur de 120 unités d'azote. C'est la courbe que vous avez en bleu. Et donc ça représente la contamination à dollar Spot. Et 192 unités d'azote. 192 unités d'azote. Et bien voilà la contamination à dollar spot. On ne l'a pas empêchée, mais on la maintient à un seuil qui est peut-être acceptable, qui nous permettra sûrement d'éviter d'appliquer un phytoconventionnel et qui permettra peut-être, en appliquant un produit de biocontrôle, de totalement contrôler la maladie. Quand je vous disais que c'était la combinaison des différentes méthodes, c'est ça la clé de main. C'est vraiment la combinaison des différentes méthodes qu'on a à disposition. Fertiliser, regarnir, opération mécanique, gestion de l'eau, et puis utilisation d'un produit de biocontrôle si jamais pour maintenir la maladie à un seuil suffisamment bas. Voilà encore une photo faite en région Aquitaine qui parle d'elle-même. Contamination à dollar spot, une photo qui a été prise l'été 2020. En fait, à gauche, ou plutôt je vais commencer à droite, on est sur un terrain de sport. À droite, la zone de jeu. À gauche, la zone après la ligne de touche. Voilà, et qui avait reçu moins d'engrais. La photo parle d'elle-même, je pense que c'est très évocateur. Donc, vous voulez limiter l'infection à dollar spot, encore une fois, gestion de l'eau, fondamentale, on l'a vu, fertilisation suffisante. Un exemple aussi extrêmement intéressant d'un essai qu'on a mené cet hiver, mis en place au mois de novembre 2021 et suivi tout le long du printemps, enfin tout le long de l'hiver et photo prise au début du printemps au mois de mars 2022. On a été uniquement appliquer une fertilisation azotée à libération lente combinée avec du potassium, du fer et des biostimulants sur un green de golf pour limiter la fusariose froide. Souvent, les intendants ont peur d'apporter de l'azote à l'automne. Si vous utilisez la bonne forme d'azote, une forme à libération lente, comme l'isodur ou le protodur, et que vous la combinez au potassium dans un rapport 1,3, 1,4, au contraire, vous allez avoir un gazon qui va être encore plus apte, plus vigoureux et plus apte à se défendre contre la fusariose froide. Vous voyez la photo de gauche. À gauche, la zone témoin. À droite, la zone qu'on a fertilisée de novembre à mars. À droite, c'est juste l'inverse. On a pris la photo de l'autre côté. Bon, je pense que c'est extrêmement évocateur. Donc, ça, c'est pour la fertilisation. Les biostimulants. Évidemment, les biostimulants, on a là aussi à disposition aujourd'hui une solution ou des solutions d'avenir pour tendre vers le zéro phyto sur gazon. Parmi les biostimulants, lesquels avons-nous à disposition? Des extraits d'algues, des extraits protéinés tels que les acides aminés, des micro-organismes vivants ou extraits de micro-organismes et des produits minéraux type silice. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, ce qui est important, c'est que les biostimulants ne peuvent pas revendiquer d'action directe sur les pathogènes.
Pour revendiquer une action directe sur les pathogènes, vous devez déposer un dossier d'AMM phyto, de biocontrôle ou conventionnel, mais phyto. Vous n'avez pas le choix. Biostimulants, ce sont des matières fertilisantes pour lesquelles vous devez aussi déposer une autorisation de mise en marché, un dossier d'homologation en France pour pouvoir revendiquer cette action biostimulante. Mais vous revendiquez une action, mais par contre, ils sont rattachés à la réglementation matières fertilisantes. Donc, vous ne pouvez pas revendiquer d'action directe sur les pathogènes. Par contre, en agissant sur la plante ou sur le sol, ils peuvent réduire le niveau de risque de contamination. Comment? Tout simplement parce que, par exemple, avec les micro-organismes, vous allez venir occuper l'espace du sol. Donc, c'est l'espace qui n'est plus disponible pour les micro-organismes. Vous allez épaissir les parois cellulaires. Donc, vous allez renforcer leur rôle de barrière mécanique de la feuille de gazon. Et donc, plus difficile à pénétrer par le pathogène. Vous allez renforcer la résistance du gazon au stress tel que la chaleur. Donc, comme il est plus résistant, il est plus apte à se défendre contre des maladies de faiblesse. Ou alors, il va produire plus d'énergie grâce à ces biostimulants. Donc, en produisant plus d'énergie, vous avez une photosynthèse plus active et donc forcément une plante qui a plus d'énergie, plus apte à se défendre. Alors, un exemple, le champignon ici, c'est Fusarium roseum. Et puis à droite, c'est un bacillus qui est R6CDX. Vous voyez très bien que le champignon s'est développé jusqu'à cette zone-là. Après, il n'y va plus parce que l'espace est occupé par le bacillus R6CDX et donc le pathogène ne vient plus contaminer, ne vient plus coloniser la zone. La silice, alors ça c'est un exemple qui est intéressant. À gauche sur helminthosporiose, vous avez une zone témoin où on suit la contamination à helminthosporiose et en bleu, le même gazon sur lequel vous avez appliqué de la silice. Encore une fois, vous voyez qu'on réduit la contamination à 50%. Alors, vous voyez ce que je veux vous dire, j'espère que le message est clair. Il ne faut pas imaginer demain qu'une méthode, que ce soit le biocontrôle, que ce soit l'opération mécanique, que ce soit le regarnissage, que ce soit les biostimes, que ce soit la fertie, avec une méthode, vous allez résoudre tous vos problèmes. Non. Vous voyez, encore un exemple, là, vous réduisez de 50%, mais vous avez toujours une infestation. Donc, il va falloir combiner avec les autres méthodes pour justement tendre vers le zéro infestation si on y arrive. La périculariose, on en entend beaucoup parler, la périculariose. Mais regardez ici, zone non traitée, forte contamination. Silice, seul, voilà la contamination, elle est déjà bien baissée. Chlorothalonil, c'est une matière active conventionnelle qui n'est pas autorisée en France, c'est un essai qui a été fait aux États-Unis. Vous voyez qu'on baisse la contamination, mais elle est pratiquement équivalente à la silice toute seule. Et finalement, la combinaison des deux nous permet d'atteindre un pourcentage d'infestation à périculariose qui est le plus bas. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est vous donner quelques exemples de programmes combinant la fertilisation et la biostimulation pour justement tendre vers le zéro phyto. Alors d'abord, les programmes semis pour une levée rapide et éviter l'installation par les herbes indésirables. Parce qu'encore une fois, par exemple, dès les semis d'automne, les semis que vous ferez à l'automne, si vous voulez refaire un gazon, vous n'aurez plus la possibilité d'aller le désherber totalement. En tout cas, pas avec des produits phyto conventionnels. Vous pourrez toujours le faire, destruction de la végétation en place, avec un produit de biocontrôle type Finalsan. Préparation du sol, moi je vous conseillerais, dans la mesure du possible, un mois minimum avant, puis le top c'est d'avoir une pluie ou un arrosage pour que vous ayez, en fait c'est la technique du faux semis qui a été connue par nos grands-pères, arrière-grands-pères, etc. C'est-à-dire faire lever les graines qu'on a dans le sol pour repasser un petit coup derrière de motoculteur et on repart sur quelque chose qui est relativement propre. Ensuite, on applique un bioactivateur de sol pour rendre le sol biologiquement actif, la groseillalguine. Je sème avec un mélange adapté. Je fertilise avec un engrais qui va à la fois nourrir la feuille et la racine, comme le Fluornitune racine. Et puis, j'entretiens mon pool de micro-organismes dans le sol avec un biostimulant comme le Vitanica Herzabio. Deuxième exemple, menu gazon de parc et jardin chez les particuliers ou dans une collectivité peu fréquentée. Là, on fera, j'ai mis 3 applications d'engrais. Je vous ai dit qu'on pouvait aller jusqu'à 4. Le 4e, c'est au mois de juin, uniquement si jamais il y a de l'engrais apporté, si jamais le gazon est arrosé l'été. 3 applications, avril, Fluornitune permanent, septembre, Fluornitune permanent, et puis novembre, le passage le plus important avec le club. Un 3e exemple, pour les terrains de sport fortement fréquentés, là on va aller sur un niveau de fertilisation, vous voyez, qui est un peu plus élevé, on est à 242 unités d'azote, 124 d'axolante, 230 de potasse, avec 5 passages d'engrais dans l'année. Un programme pour limiter, donc orienter fertilisation biostimulant pour le dollar spot.
Alors là, on va aller travailler sur faire en sorte que les feuilles soient plus épaisses en apportant de la silice, hein, c'est le rôle de l'agrosile LR2 et du Vitanica SI. Entretenir un pool de micro-organismes dans le sol pour occuper l'espace du sol, c'est le rôle de l'agrosile Algine et du Vitanica RZ Bio. Et puis, fertiliser suffisamment, comme je vous l'ai dit, hein, ça c'est extrêmement important, avec le superchloramide gazon et le caligazon. Le kick, il est là pour réduire l'humidité de surface, puisque je vous ai dit aussi que sur de l'Arspot, l'humidité de surface était très importante. Un exemple sur Microdochium nivalé pour les greens, c'est assez proche de ce que vous avez pu voir sur le green tout à l'heure, les photos que je vais montrer sur le green. Donc, de la même manière, je viens occuper l'espace du sol avec mes micro-organismes dans le cadre de l'agrosile albine. Je viens apporter du fer parce qu'il est extrêmement important d'apporter du fer sur les gazons à l'automne. C'est le rôle du ferrotope et du basfoliar ferrotope SL. Je renforce toujours ma barrière mécanique, ma feuille de gazon avec le Vitanica SI. Et je viens fertiliser suffisamment avec un équilibre azote-potasse de type 1,3-1,4 autour de mon caligazon et de mes Floramid Twin Eagle NK et Eagle K. Je terminerai ce webinaire par l'intérêt des outils d'aide à la décision pour agir en prévention. Donc là, pourquoi? Parce que ces outils d'aide à la décision, ils vont vous permettre d'avoir une vue de ce qui pourrait se passer sur votre gazon avant même que ça arrive. Voilà. Donc ça, c'est super. C'est-à-dire, avant même d'avoir les symptômes, vous avez une information qui vous arrive, attention, il y a un risque. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil d'aide à la décision aujourd'hui? On a, par exemple, l'application Jardi Alert. Je ne sais pas si vous la connaissez. Cette application Jardi Alert, cette application Jardi Alert, alors soit vous téléchargez l'application plateforme Garden, vous allez sur le site internet pour ceux qui ont un ordinateur plateforme Garden. En gros, c'est le Waze du gazon. C'est-à-dire que il s'agit d'une communauté de professionnels qui viennent saisir les problèmes auxquels ils sont confrontés sur leur gazon. Et donc, dès lors que vous publiez, je ne sais pas, vous avez telle ou telle maladie, l'ensemble de la communauté va voir que vous avez eu cette maladie. Donc, des gens qui sont à proximité de vous vont avoir l'information. Peut-être qu'eux n'ont pas encore la maladie, mais ils savent qu'à 10, 15, 20 km, il y a eu le problème. Et donc, ils vont pouvoir tout de suite, ils vont pouvoir anticiper les choses avant que ça n'arrive chez eux. À l'inverse, ça peut être vous, c'est peut-être votre voisin qui va rentrer une information qui va vous être utile pour que vous preniez les devants avant que ça ne vous arrive. Donc ça, c'est un premier outil de la décision qui est gratuit, hein, et que je vous invite à télécharger si vous êtes intéressé. Ensuite, il y a les stations météo connectées. Stanislas, est-ce que tu pourrais couper ton micro, s'il te plaît? Merci. Les outils d'aide à la décision. Alors, on a la station météo connectée Météus. Elle va nous permettre justement de suivre en temps réel l'évolution météorologique sur votre terrain et d'avoir également de la prévision. Donc évidemment, elle est connectée à votre smartphone. Donc même si vous n'êtes pas tout le temps avec votre téléphone, vous avez accès aux données de la station. Ensuite, on a les sondes également hygrométriques connectées que vous allez pouvoir installer dans votre sol. Ces sondes hygrométriques, elles vont à la fois suivre l'humidité de votre sol et la température de sol. Ce qui fait que vous allez pouvoir déclencher un arrosage au moment où il faut. Dès que, par exemple, vous voyez, hein, ça ressemble à ce que vous avez sur le petit téléphone que vous avez là. Lorsque vous êtes en bleu, vous êtes en excès d'eau. Ça veut dire que l'eau prend la place de l'air et ça ne respire plus. En vert, vous êtes dans la zone idéale. Et en rouge, vous êtes en déficience hydrique. C'est-à-dire que si vous n'arrosez pas très vite, votre gazon va très vite manquer d'eau. Donc ça, c'est un outil qui est extrêmement intéressant pour piloter l'arrosage et suivre la température de sol. Alors, évidemment, ces outils de la décision connectée vont être aussi super importants pour bien positionner également la fertilisation ou les biostimulants au bon moment. Par exemple, avec la station Météus, vous allez pouvoir générer une alerte que vous recevrez sur un système de notification sur votre téléphone, vous disant « Attention, on vient d'atteindre le cumul de température moyenne de 200 degrés depuis le 1er janvier, et 200 degrés, c'est le moment où il faut fertiliser le gazon, et notamment les gazons qui sont riches en raies anglais. » Donc là, typiquement, vous savez que c'est le moment d'appliquer le premier passage d'engrais. Autre exemple, la sonde qu'on a installée dans le sol va suivre la température de sol. Elle va vous permettre de vous guider sur le moment de positionner le dernier passage d'engrais. Ce dernier passage d'engrais, on le fait quand la température du sol est sous 10 degrés.
Donc, dès qu'on va atteindre la température de 10 degrés, en dessous de 10 degrés, la sonde vous envoie une notification, une alerte, et vous dit c'est le moment de mettre l'engrais, pour ne pas l'oublier, et éviter qu'on ait, par exemple, de la mousse qui va se développer l'automne. Et puis, ça peut être aussi un très bon indicateur pour positionner les biostimulants. Alors, par exemple, risque caniculaire dans les prochains jours, ou au contraire, c'est le moment de positionner les micro-organismes dans le sol parce que la température du sol a atteint un niveau suffisant pour pouvoir installer des micro-organismes. Donc voilà, ces outils d'aide à la décision connectée, vous voyez, c'est vraiment probablement l'avenir demain parce qu'ils vont nous permettre d'agir et de prévenir puisqu'on va pouvoir avoir des informations avant même que les symptômes n'apparaissent sur le gazon. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? La réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, elle est possible sur le gazon, mais elle passe par la mise en place d'opérations d'entretien plus soutenues. Une fertilisation appropriée, l'emploi de produits de biocontrôle, l'emploi de biostimulants, l'optimisation des opérations mécaniques, la gestion de l'eau et de l'humidité, la génétique et le choix variétal, on en a parlé, la conversion de flore avec des regarnissages réguliers en choisissant les bonnes espèces. Et tout cela, c'est ce qu'on appelle la protection intégrée des GEVI et que nous, chez Compo Expert, on a aussi défini par une phrase « agir et prévenir plutôt que réagir ». Voilà, c'est vraiment notre leitmotiv d'aujourd'hui. J'en ai terminé avec ma présentation, qui était donc, comme je vous l'avais dit, un petit peu plus longue que prévu, puisqu'on a essayé de dresser un panorama à la fois pour les surfaces minérales, cimetières, allées, parkings, les golfs pour les bunkers, les allées de golf, etc. Et puis, on a aussi consacré pas mal de temps au gazon, que ce soit pour les terrains de sport, les golfs ou les parcs et jardins. Ce webinaire, on l'a enregistré, donc il sera bientôt en ligne, en replay sur notre chaîne YouTube. Et ma collègue Cécile Rivanelli, qui vous a envoyé le lien pour vous connecter, vous enverra également le lien du replay si vous souhaitez le reparcourir. Elle vous enverra également le support de cette présentation si jamais cela vous intéresse. Et puis, vous avez ici donc la carte de nos techniciens pour la France. Si vous voulez aller plus loin avec eux dans cette démarche, les rencontrer, échanger sur votre problématique locale pour envisager les choses de manière adaptée et construite. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, si vous avez quelques commentaires à faire, des remarques, des questions, eh bien, je suis à votre disposition maintenant. Alors, ce que je vais faire, je vais quitter le partage. Je vais quitter le partage d'écran. Comme ça, je vais pouvoir voir les discussions. Peut-être qu'il y a déjà eu des questions d'ailleurs. Peut-être que mes collègues y ont répondu. Et s'ils ne l'ont pas fait, je le ferai. Ah oui, effectivement, il y a eu beaucoup d'échanges. Alors, je fais ça. Hop, je vais arrêter le partage d'écran. Vous pouvez aussi, bien sûr, désormais prendre la parole si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. En réactivant votre son. Moi, en attendant, je vais essayer de revoir si jamais il y a eu des questions qui n'ont pas été, des questions qui restent en suspens. Je pense que Philippe a répondu, ainsi que Stanislas, il me semble. Ouais, il me semble. Super. Et il y a eu beaucoup d'échanges dans le chat, effectivement. Ah, bon, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que le sujet interpelle forcément. Alors, je passe le bonjour, encore une fois, à tout le monde. Je vois qu'il y a beaucoup de bonjours, des gens, des habitués de nos webinaires. Je pense à Vincent Maugenet, je pense à Claude Cudet, par exemple, à Patrice Garnier. Forcément, il y en a plein d'autres que je ne vois pas parce que je n'arrive pas à voir tout le monde. Et puis, il y a des gens nouveaux. Donc, on est ravis d'échanger avec vous. C'est vraiment l'avantage de ces nouveaux outils qu'on a à disposition, qui ne remplacent pas la présence physique. Vous savez que chez Compo Expert, on aime bien vous voir, mais c'est quand même des outils qui sont intéressants. Alors, je vais passer, comme vous avez répondu à tout, je vais plutôt aller vers la fin pour voir s'il y a d'autres questions qui sont greffées depuis. Il est 3h15, je peux encore avancer. Je vous remercie à tous pour tous les remerciements que vous nous faites. Ça nous encourage à continuer pour la suite.
Voilà, c'est vrai qu'on essaye de passer beaucoup de temps à préparer ce support-là. On essaye d'avoir une vue qui soit la plus objective possible. Bien sûr, on vous parle des solutions Compo Expert, mais on essaye aussi de dresser vraiment un panorama de toutes les solutions qui peuvent exister. Il n'y a plus qu'à mettre en œuvre, Monsieur Trichet, tout à fait. Voilà, ça j'aime beaucoup, surtout avec le temps qu'il fait. Hein. Voilà, là, il y a tout pour maintenant. Écoutez, si jamais il n'y a pas de questions particulières, j'espère que, voilà, encore une fois, si certains veulent prendre la parole, n'hésitez pas. Hein. Et si jamais il n'y a plus de questions particulières et que mes collègues ont répondu à tout, eh bien, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Voilà, écoutez, on est ravis d'avoir partagé ce moment avec vous. Bien évidemment, là, je vois qu'il y a une petite question. Bien évidemment, donc on vous enverra le replay. Ma collègue Cécile Ribanelli va vous l'envoyer là, hein, le replay pour pouvoir le revoir. Et puis Cécile vous enverra également. On a l'habitude de faire ça. On n'aime pas garder l'information pour nous, on aime bien la partager avec vous. Donc, on vous enverra le PDF de la présentation. Comme ça, vous pourrez vous replonger dedans pour essayer de transcrire ça. C'est ça, hein, Cécile? Oui, tout à fait. Voilà. Je leur envoie là à la suite le PDF et les deux itinéraires en herbement. Et les deux itinéraires, exactement. Voilà. Tout à fait. Pour vous plonger dedans, essayer de transposer ça maintenant sur vos terrains, sur vos gazons, sur vos cimetières, sur vos surfaces minérales. Et encore une fois, vous n'êtes pas tout seul. N'hésitez pas à faire appel à nous. Quand je dis à nous, c'est bien sûr à toute l'équipe Compo Expert, mais je pense aussi à tous nos distributeurs régionaux. Hein. On en avait quelques-uns en ligne aujourd'hui. Voilà, Patrice de Veralia sur la Bretagne, par exemple. Il y a aussi probablement Maxime de Pia sur la région Rhône-Alpes ou Romuald de Drignon également. Et je m'excuse auprès des autres parce que je ne vois pas tout le monde, donc j'en suis vraiment désolé. Mais voilà, on est là pour vous accompagner, donc n'hésitez pas à faire appel à nous et on se fera un plaisir d'échanger avec vous sur place pour envisager les meilleures solutions demain. Merci à tous et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire, probablement pas dans les toutes prochaines semaines parce que maintenant il faut faire du travail de terrain et donc vous serez, je pense, moins disponible derrière vos ordinateurs, mais on se retrouvera très vite pour une nouvelle thématique qui j'espère vous intéressera autant que celle-ci. À bientôt, au revoir. Au revoir.